Philippe, je suis rédactrice et aujourd'hui je vous propose un double kiff. La première chose, c'est une balade au but de Chaumont, un des plus grands parcs pour ceux qui ne savent pas du 19e arrondissement. Et la deuxième chose, c'est qu'on va faire cette balade avec Charles Pépin. Charles Pépin qui est, bonjour Charles, voilà, qui est l'auteur de nombreux ouvrages philosophiques et qui a écrit un livre que je trouve très intéressant, qui en fait nous touche tous depuis notre enfance, à peu près une fois par jour, qui est l'échec. C'est donc le thème de son dernier livre, l'échec, donc ça s'appelle Les Vertus de l'échec, et c'est un sujet qui est assez tabou en France, mais je pense que les gens l'achètent secrètement, puisque j'ai appris aujourd'hui qu'il était 12e au classement de l'Express, donc c'est vraiment un best-seller. Donc aujourd'hui on va parler de l'échec, et ma première question, attention, voilà. Ma première question, Charles, c'est en fait, pour nous mettre à l'aise, c'est quoi ton dernier échec? C'est ça que tu appelles me mettre à l'aise. Nous mettre à l'aise, pas te mettre à l'aise. Alors c'est pas un échec très important, mais comme c'était hier, je t'en parle. J'ai perdu, je crois, pour la 12e fois consécutive au tennis contre un mec avec qui je joue tout le temps et contre lequel je pense devoir gagner. Voilà, l'échec se répète et j'ai assez mal vécu. Voilà. J'ai vraiment le sentiment d'être nul. Non, mais ça prouve bien qu'on vit vraiment des échecs tous les jours. Alors, on va peut-être rentrer vraiment dans le vif du sujet, qui est le titre, les vertus de l'échec. Quelles sont donc les vertus de l'échec? Alors je pense que c'est ça d'ailleurs qui est intéressant avec l'échec, c'est qu'il n'y en a pas qu'une. Je dirais qu'il y a trois grandes vertus de l'échec. Ouais. Je distingue dans mon livre les échecs qui nous rendent plus forts, plus courageux, plus proches de notre désir, des échecs qui nous rendent plus humbles, capables de davantage d'empathie, et des échecs, pour ça on n'y pense pas, qui nous rendent plus disponibles, c'est-à-dire qui ouvrent un champ pour une autre aventure. Je peux prendre des exemples pour illustrer ces trois catégories. Ouais. Dans la catégorie des échecs qui rendent plus forts, on peut les illustrer avec le cas de Gaulle, le cas de Barbara, la chanteuse Barbara. Ce sont des gens qui ont enduré des années d'échecs. Barbara, par exemple, maintenant on adore ses chansons, c'est une grande dame de la chanson française. Hein. Ouais. Pensez à Nantes, Dis quand reviendras-tu, c'est magnifique. Et Barbara, pendant 10 ans, elle n'a pas pu chanter, personne ne voulait l'entendre, elle s'est fait siffler. Elle a même été à un moment plongeuse pendant 1 an dans le cabaret dans lequel elle voulait chanter. Elle passe une audition pour être chanteuse, on lui dit ok on vous prend mais en cuisine. Et en fait, contre l'adversité, à l'occasion de l'échec, elle se dit, comme De Gaulle par exemple, eh ben, ça prendra le temps que ça prendra, mais mon désir c'est ça. Et finalement l'échec m'apprend que mon désir c'est ça. Et grâce à l'échec, j'affirme mon caractère et je m'endurcis. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi, bonjour le chien, c'est qu'il y a aussi la vertu contraire. C'est que parfois l'échec me dit, ok, tu t'entêtes dans une voie qui au fond n'est pas faite pour toi, tu voulais faire ça mais c'est pas vraiment toi qui le voulais, c'est tes parents, ton milieu social, c'est pas ton désir profond. Et dans ce cas-là, l'échec nous aide à changer de voie et à bifurquer. Et puis, il y a aussi... Ça, c'est pas le cas j'avais lu dans ton livre, c'est Gainsbourg. Oui, alors ça c'est ce que j'appelle la vertu de bifurcation. Ouais, Gainsbourg est un bon exemple. Ouais. Il a échoué comme peintre, il l'a très mal vécu, il a eu un sentiment d'échec très douloureux, et de fait, il s'est trouvé disponible pour une autre aventure, qui est la chanson, mais qu'il n'aurait pas envisagé s'il n'avait pas échoué comme peintre. Et puis il y a aussi les exemples de tous ces salariés qui ont un échec comme cadre ou comme salarié, et que ça réaiguille vers la création d'entreprises. Par exemple, le fondateur de Honda, Soichiro Honda, il a échoué comme salarié chez Toyota, et du coup il s'est retrouvé au chômage, et il s'est retrouvé disponible pour une autre aventure, qui est la création d'entreprises. Autre exemple dans le même genre que j'aime bien, c'est Charles Darwin, le pionnier qui a réinventé l'idée qu'on sait de la nature humaine. Il a échoué successivement dans ses études de médecine et de théologie, et échouant successivement dans 2 voies, il s'est trouvé disponible, et il a vu un bateau qui partait pour plusieurs mois, il a embarqué dessus, ce bateau s'appelle le Beagle, et c'est là qu'il a commencé à étudier les espèces, à regarder les oiseaux, et au fond à devenir Charles Darwin. Donc très souvent, et c'est la thèse de mon livre, alors que l'échec nous blesse et nous fait du mal, en fait l'échec est le fondement de la réussite. Ça c'est une phrase de Lao Tse que j'adore, l'échec est le fondement de la réussite. Et c'est vrai qu'on a du mal à intégrer cette idée en France, on est souvent trop stigmatisé, on est montré du doigt,
comme si avoir échoué, ça signifiait être un raté finalement, comme si c'était une humiliation ou une faute presque. Alors qu'en vérité, ce que nous montrent tous les exemples que je prends dans mon livre, Nadal, Federer, Bowie, J.K. Rowling. Bowie, alors tiens, Bowie. Alors Bowie, alors ça c'est autre chose. Ouais. Il a échoué au début une seule fois, et après il a beaucoup réussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans sa manière de réussir, il s'est réinventé tout le temps, dans une sorte de créativité. Et au fond, à chaque fois qu'il se réinvente, c'est comme si il avait échoué. C'est-à-dire qu'il se réinvente autant que s'il avait échoué. C'est ce que j'appelle la sagesse de l'échec. Et je pense que cette sagesse de l'échec, elle est utile aussi dans le succès. Pour ne pas se faire enfermer par son succès, pour ne pas devenir suffisant, pour ne pas devenir arrogant. Et c'est la vertu que j'évoquais au début, qui est la vertu d'humilité. C'est qu'on voit des gens, tout ce qu'on leur souhaite, c'est d'échouer, tellement ils deviennent suffisants, tellement ils sont enfermés comme ça dans ce que Sartre appelle l'enflure de l'être. Et au fond, merci l'échec de nous ouvrir enfin aux autres, de nous permettre d'entendre les autres, de créer du lien avec les autres, d'être empathique. Et ça, c'est le cas de Steve Jobs. Steve Jobs qui dit « La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de me faire virer d'Apple, la boîte qu'il a créée. » Parce qu'il était devenu arrogant, il pratiquait un management d'humiliation, il n'écoutait plus personne, et donc il devenait mauvais dans son domaine. Et l'échec, en le rendant humble, l'humilité c'est le sol, humus en latin c'est le sol, l'échec l'a reconnecté à sa créativité en le faisant tomber à terre. Parce qu'il s'est dit, ok, maintenant que je suis tombé, qu'est-ce que je sais vraiment faire? Où est-ce que je suis bon? Il s'est dit, moi je suis bon pour faire des logiciels performants. Il a créé une petite boîte, Next, qui après sera rachetée par Apple 10 ans après. Et c'est comme ça qu'il cartonnera plus que jamais. Donc voilà, c'est un peu toute l'idée du livre, c'est de changer de regard sur l'échec pour comprendre qu'au fondement des plus grandes réussites, il y a des échecs. D'accord. Et c'est le cas aussi, j'avais lu de Jean-Christophe Rufin. Ouais. Ah, ça, j'ai beaucoup aimé ce qu'il racontait dans son... Donc d'ailleurs, dans son dernier livre, Bah oui, alors Jean-Christophe Rufin, c'est intéressant comme exemple français. Parce que vous savez, quand on voit comme ça des biographies de gens qui réussissent en France, elles sont toujours présentées comme des successions de dates et à chaque fois avec des succès. Comme si la vie n'était qu'une succession de succès. Voilà. Et dans le cas de Jean-Christophe Rufin, que les gens connaissent peut-être, on se dit voilà, il était médecin, il a fondé une association humanitaire, je crois que c'est Médecins sans frontières, puis après il a été ambassadeur de France, puis après il a été prix Goncourt, puis après il a fait un pèlerinage à Compostelle, il l'a vendu à 400 000 exemplaires, et on se dit mais alors il réussit tout. Oui, puis en plus, et en fait pas du tout. Parce que si on regarde ce qui s'est passé, chaque fois la bifurcation est un enfant de l'échec. C'est parce qu'il n'a pas apprécié la manière dont il pouvait être médecin en France qu'il a fondé un truc humanitaire. C'est parce qu'il a vu l'impasse de l'humanitaire avec l'argent qui est détourné que du coup il a voulu faire de la politique. C'est parce que la politique lui a pas plu, qu'il n'a pas supporté cette espèce de monde de réseau et de langue de bois, que du coup il est devenu écrivain. Et même quand il a rencontré le succès comme écrivain, pour ne pas être enfermé dans ce succès et ne pas tomber dans ce que j'appelle avec Sartre l'enflure de l'être, il est parti marcher à Compostelle pour s'alléger. Et en plus, ça a été un succès. C'est vrai. Mais finalement, chaque succès, à chaque étape, est un enfant de l'échec. Et ce que je propose dans mon livre, les vertus de l'échec, c'est que chacun fasse une frise chronologique. Et sur cette frise, indique ses principaux succès. Et pour après se rendre compte, se demander s'il n'y a pas à chaque fois un échec qui a apporté de la lumière, qui a apporté une vision. Et je pense, en tout cas à chaque fois que j'ai fait l'expérience, que la plupart de nos succès sont tout simplement des enfants des échecs précédents, des échecs qui les ont précédés. Mais attention, pour que ça marche, il faut quand même que quand j'ai un échec, je m'arrête et je l'interroge, que je me demande ce que mon échec a à me dire, que je ne sois pas dans la précipitation, que je ne sois pas dans la hâte, et surtout que je ne sois pas dans le déni. Donc ça, il faut un peu laisser mûrir l'échec, j'imagine. On ne peut bah, pas tout de suite après un échec se dire bon alors qu'est-ce que ça m'a apporté. Exactement, là tu as raison et c'est ça qui est dur, c'est que si on veut rebondir trop vite, on rebondit moins haut. Voilà, c'est comme quand tu fais du trampoline, il faut t'enfoncer et puis quand tu t'enfonces, plus tu t'enfonces, plus tu rebondis. Alors la question c'est quelle durée je suis capable de supporter quand je m'enfonce. Savoir endurer des moments difficiles nous donne une force incroyable pour mieux réussir après et aussi pour mieux apprécier le succès. Car on l'a tous vécu, les succès tardifs sont beaucoup plus délicieux et profonds que les succès précoces. Parce qu'ils sont pleins de l'épaisseur de la vie. Et c'est ce que raconte très bien le philosophe que j'adore, André Agassi, dans son livre Open. Il raconte comment, à un moment, il est tombé au 400e mondial, il a divorcé, il s'est drogué, il a grossi, il était vraiment dans une sorte de décadence.
Et après, il reprend le tennis parce qu'il veut fonder une fondation pour enfants défavorisés et il veut la financer par le tennis. Et il reconquiert tout, c'est dur, ça prend du temps, il redevient premier mondial, il regagne Roland Garros, et là il raconte ce que c'est que cette joie-là. Et il dit cette superbe phrase, cette joie, elle est riche de tous mes échecs passés, de tous mes succès aussi, mais de mes échecs et de mes succès. Et moi, ma conviction dans ce livre, c'est que nous sommes faits de cette succession d'échecs et de succès. Et ce qui fait notre richesse, c'est qu'il y ait les deux. Et souvent, l'erreur, c'est de concevoir la réussite comme une succession linéaire de succès, ce qui en fait n'est jamais le cas. Ouais, tout à fait. J'adore. Ouais. Et si, enfin, tu m'avais parlé de, je trouvais que c'était très intéressant de ce chapitre sur l'homme, Ouais. en fait, qui est un animal qui rate. Ben voilà, c'est l'animal qui rate le plus. Pour le prendre un exemple, hein, quand tu vois un petit enfant, il va échouer à peu près 2000 fois en moyenne, on en voit là dans le parc, avant de réussir à marcher. Alors que quand tu prends un poulain, au bout d'une heure, il y arrive. Ouais. Mais la différence, c'est que le poulain, au bout de 10 ans, il marchera comme la première heure. Et l'enfant, il ira beaucoup plus loin. Il conduira des voitures, il pilotera des avions, et peut-être même qu'il sera un champion du vélo. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'il a échoué au début, parce qu'il a raté, et qu'il a tiré des apprentissages de ses ratages, il va beaucoup plus loin que les animaux qui, eux, ne ratent pas. Ouais. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est ça l'approche philosophique, c'est qu'en vérité, nous ratons parce que nous sommes libres, parce que nous n'obéissons pas à l'instinct naturel. Et par exemple, une araignée, quand elle tisse sa toile, elle ne peut pas rater, parce qu'elle obéit à l'instinct. Ouais. Tout oiseau qui fait son nid, le fait à la perfection. Eh bien nous ratons parce que nous sommes libres. Mais parce que nous sommes libres, nous pouvons aussi corriger nos erreurs et aller beaucoup plus loin que si nous n'avions jamais échoué. D'accord. Donc en fait, l'homme est l'animal qui rate, mais il est aussi celui qui réussit son existence d'une manière absolument humaine, c'est-à-dire profondément libre en fait. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut un petit peu poursuivre avec, alors tu as déjà donné des conseils sur justement cette courbe chronologique pour se rendre compte qu'en fait, voilà, chaque succès était aussi l'enfant d'un échec. Il y avait aussi donc ce conseil de dire posez-vous et surtout ne rebondissez pas tout de suite parce que vous En tout cas, ne soyez pas obsédé par le rebond. Ouais, voilà, ne soyez pas dans l'entêtement volontariste. Ouais. Je vois un peu venir ta question, tu veux de la méthode. Ouais, parce que c'est difficile. En fait, c'est toujours ça le principe, c'est qu'une fois qu'on est passé de l'échec au succès, on se dit que tout ceci avait un sens, mais c'est vrai qu'au moment où on se retrouve dans cette situation, c'est beaucoup plus difficile à gérer et c'est bien d'avoir des petites Alors, billes. je vais te dire un truc, ça tient en une idée. C'est que mon échec, c'est l'échec de mon projet, c'est pas l'échec de ma personne. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Après, ça peut être douloureux, et il faut assumer la douleur. De dire, voilà, j'avais ce projet, j'y croyais, mais la rencontre avec le réel s'est mal passée. Et moi, je le vis mal. C'est ça un échec. Mais il faut assumer. Il faut pas se voiler la face. Il faut assumer, le dire, en parler. Je le vis mal, que la rencontre entre la réalité, un environnement, je sais pas, et mon projet, se soit mal passé. Mais en revanche, c'est pas moi, en tant qu'individu, qui suis en échec. Bien au contraire. J'ai osé quelque chose. J'ai réussi à oser. Et d'ailleurs, un autre conseil qu'on peut donner aux gens, c'est tenter des choses. Et vous verrez que les échecs que vous rencontrez quand vous tentez sont beaucoup moins douloureux que les autres. Parce que les autres, c'est quoi? C'est les échecs qu'on rencontre quand on n'a rien tenté. Ouais. Et ça, c'est la chanson de Brassens sur le jeune qui ne sait pas retenir les jolies passantes. Ouais. Elle le dit très bien. C'est que quand tu as échoué, mais que tu n'as rien tenté, tu ne rêves que d'une chose. C'est au moins d'avoir tenté. Parce que quand tu as osé, de toute façon, tu as réussi quelque chose. Même si tu n'as pas réussi par rapport à ton projet, tu as au moins réussi à être vivant. Et être vivant, c'est toujours prendre le risque de la vie. Et je pense que toute valorisation de l'audace implique une acceptation du risque de l'échec. Donc ça, c'est le premier conseil. Ouais. Puis il y en a un deuxième, très simple, c'est que il faut prendre le temps, en fait, d'interroger l'échec. Et souvent, ça paraît simple comme conseil, mais on ne le prend pas. Parce que souvent, en fait, on prend l'échec comme une réponse. À savoir, on se dit, est-ce que je vaux quelque chose? Et on dit non. Mais en fait, il faut prendre l'échec
comme une question que pose l'échec, c'est Ouais. en fait, où est-ce que tu pourrais te développer? Où est-ce que tu pourrais être bon? Où est-ce que tu pourrais t'amuser? Et bien souvent, quand on réussit, on ne se pose pas cette question. On est endormi par le succès. Et il y a une ivresse du succès qui est bien agréable, mais franchement, qui n'est pas très intéressante. Ouais, Alors qu'il y a bien une sûr. sagesse de l'échec qui nous apprend beaucoup plus. Et surtout, elle nous apprend où est-ce qu'on pourrait réussir, où est-ce qu'on pourrait être heureux. Regardez par exemple Michel Tournier, l'écrivain, il a échoué plein de fois à l'agrégation de philosophie, et en fait, il a hyper mal vécu. Sauf qu'avec le recul, on se demande si c'était pas la meilleure chose qui lui soit arrivée, parce que grâce à ça, il a écrit des romans, il est devenu un des plus grands romanciers du XXe siècle. Ouais, D'accord. ouais. Et puis, dernier conseil pour les gens, qui est un peu plus compliqué, c'est de dire votre échec, au lieu de le regarder comme un ratage, Ouais. demandez-vous s'il n'exprime pas une intention cachée. Est-ce que quelque part, vous ne l'avez pas un peu voulu, un peu cherché, et est-ce que quelque part, il n'ouvre pas un champ vers lequel vous vouliez aller? On pourrait résumer ça d'une seule phrase. Évidemment que dans l'échec, il y a une porte qui se ferme, quelque chose qui est douloureux, mais il y a aussi une fenêtre qui s'ouvre. Ah, oui. C'est toujours les deux en même temps. C'est toujours une histoire qui finit, une autre qui commence. Et c'est le cas pour tous les échecs. Quand on fait une dépression, quand un pays traverse une crise comme la France, quand on est malade, quand le corps est malade, dans tous les échecs, dans toutes les crises, il y a toujours un côté biface. Et bien voilà ce qu'on peut dire aux gens. Accueillez la porte qui se ferme, faites pas comme si c'était facile, acceptez de souffrir, mais ouvrez les yeux sur la fenêtre qui s'ouvre. C'est les deux en même temps. C'est une belle phrase pour clôturer cette discussion philosophique et pour vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée. Est-ce que tu avais encore une autre citation? Ouais, il y a une citation de Beckett que j'adore et qui Ouais. résume bien ce que je veux dire dans les vertus de l'échec. C'est Beckett qui dit tu as échoué, eh bien, essaye encore, échoue encore, échoue mieux. Voilà. Et en fait, cette idée, elle est hyper libératrice. Alors, si je reprends mon match de tennis là, en fait, c'est parce que je veux gagner que je perds tout le temps. Mais si j'arrivais quand je joue, à juste me dire, en fait, le but n'est pas de gagner, mais de rater mieux, de rater en progressant, d'être sur un chemin de progression, ce que les anciens grecs appelaient progrediens. Je pense que la meilleure façon de gagner, c'est de se dire que l'essentiel n'est pas de gagner, mais de rater en s'améliorant. C'est ce que veut dire Beckett, et à mon avis, c'est une belle sagesse de l'échec. Merci Beckett et merci Charles. Merci à toi. Et puis voilà, on vous souhaite d'échouer mieux et on vous souhaite aussi une très belle journée. Au revoir. Bonne journée.